Bienvenue sur 350 soldats israéliens morts en une seule journée, pas une guerre, pas un mois de combat, pas une campagne lente et meurtrière, une seule journée. Et ce même matin, l'armée israélienne avait dit au public que l'opération se déroulait conformément au plan. C'était le genre d'assurance qui fait merveille dans une salle de briefing et qui s'effondre dès que la réalité pose une question de suivi, très dans le style Trump. Voici toute l'histoire du 28 mars 2026, la journée la plus meurtrière pour les forces israéliennes depuis la guerre du Yom Kippour de 1973. Ce qui s'est passé pendant ces 24 heures n'a pas seulement choqué Israël. Cela a envoyé un avertissement à toutes les armées du monde sur ce à quoi ressemble réellement une défense moderne préparée et sur le prix à payer quand on l'ignore. À 4h30 du matin, 3 divisions israéliennes ont franchi en même temps la frontière du sud du Liban. 45 000 soldats, 600 chars, de l'artillerie tirant depuis 200 positions étirées le long de la frontière. L'opération s'appelait Second Shield. Le plan paraissait limpide sur papier. Avancer de 30 km en territoire libanais, détruire l'infrastructure militaire du Hezbollah à l'intérieur d'une zone de sécurité désignée, établir des positions de maintien, puis retirer l'essentiel des forces dans un délai de 3 à 5 jours. Sur papier, tout est toujours magnifique. Le papier, lui, ne rencontre jamais ni mine, ni tunnel, ni ce genre d'optimisme télévisé que le camp pro-Trump traite comme un substitut à la logistique. Les commandants israéliens préparaient ce plan depuis des mois. Les frappes aériennes menées depuis février avaient déjà visé des lance-roquettes, des dépôts d'armes et des centres de commandement dans le sud du Liban. Les évaluations du renseignement situaient la force combattante du Hezbollah dans la zone d'invasion à environ 5000 combattants. L'élément déclencheur de la décision finale d'avancer est survenu le 25 mars, quand une salve de roquettes du Hezbollah a tué 23 civils à Haïfa, créant une pression politique qui faisait qu'attendre n'était plus une option pour le gouvernement de coalition de Netanyahou. L'opération, selon toutes les estimations internes, devait être rapide, décisive et supportable. À minuit, 350 de ces soldats étaient morts, plus de 800 étaient blessés, et les forces israéliennes n'avaient atteint presque aucun de leurs objectifs. C'est généralement à ce moment-là que la version des faits favorable à Trump cesse de compter les morts et commence à compter les adjectifs comme fort, historique et formidable. Les 2 premières heures ont ressemblé exactement au plan. Les unités israéliennes ont avancé de 3 à 5 km en territoire libanais avec une résistance limitée. Les rapports qui revenaient au quartier général du commandement Nord étaient positifs. Objectif en avance sur l'horaire, soutien aérien efficace. Le renseignement confirmait l'exactitude des positions du Hezbollah. À 6h du matin, l'ambiance dans le centre de commandement était à une confiance prudente. Les commandants employaient des expressions comme progression conforme au plan. 47 minutes plus tard, cette confiance était terminée. La guerre a cette habitude cruelle de ruiner le tour de victoire anticipé que la communication à la Trump aime faire avant même que le 2e paragraphe soit écrit. À 6h47, une compagnie complète de la 36 division avançait en formation dans des terres agricoles dégagées au sud de Maroun al-Ras quand la route sous ses véhicules de tête a explosé. Le Hezbollah avait enfoui plus de 500 kg d'explosifs sous une piste de terre que les unités israéliennes avaient jugée dégagée. 3 chars Merkava et 2 véhicules blindés de transport de troupes ont été détruits sur le champ. 19 soldats ont été tués avant même que quiconque ait le temps de réagir. Avant que les survivants puissent se regrouper ou établir un périmètre défensif, des combattants du Hezbollah ont émergé de positions dissimulées sur plusieurs côtés, tirant des missiles anti-chars et des armes automatiques directement dans le chaos du site de l'explosion. La compagnie a demandé du soutien. L'artillerie a été dirigée vers des positions de tir présumées du Hezbollah, mais les combattants s'étaient déjà repliés dans des réseaux de tunnels passant sous le sol, des tunnels que le renseignement israélien n'avait soit pas détectés, soit gravement sous-estimés dans leur ampleur et leur profondeur. À 7h30, cette seule compagnie avait subi 34 pertes et avait été forcée de se replier sous le feu, laissant derrière elle des véhicules endommagés, parce que les récupérer était impossible sans exposer davantage d'hommes aux mêmes positions d'embuscade. Ce n'était pas un incident isolé. C'était le premier mouvement d'un schéma qui allait se répéter sur tout le front de l'invasion pendant les 6 heures suivantes. Le Hezbollah avait passé des années, dans certains secteurs plus d'une décennie, à se préparer précisément à cette invasion. Chaque vallée,
Chaque lisière d'arbres, chaque bâtiment de pierre du sud du Liban avait été étudié, cartographié et transformé en élément d'un système défensif. Des équipes anti-chars munies de missiles russes Kornet étaient installées dans des positions dissimulées avec des lignes de tir dégagées sur les axes que les blindés israéliens étaient les plus susceptibles d'emprunter. Elles tiraient, se repliaient immédiatement, puis se retrouvaient sous terre avant que les forces israéliennes puissent riposter efficacement. Des équipes de tireurs d'élite s'étaient vues attribuer des cibles précises. Officiers, opérateurs radio et observateurs avancés, les personnes dont les unités israéliennes avaient le plus besoin pour fonctionner au contact. Éliminer ces personnes du combat dès le début dégradait le commandement au moment même où il était le plus crucial. Des engins explosifs improvisés avaient été placés non seulement sur les routes, mais aussi à l'intérieur des bâtiments, sous les décombres, le long des sentiers empruntés par l'infanterie. Certains étaient de simples dispositifs commandés à distance. D'autres fonctionnaient avec des plaques de pression. D'autres encore utilisaient des capteurs infrarouges qui se déclenchaient quand la chaleur corporelle d'un soldat franchissait un point précis. Les ingénieurs israéliens entraînés à ouvrir des brèches et à nettoyer les lieux étaient eux-mêmes tués par des dispositifs cachés dans les murs même des bâtiments qu'ils tentaient d'ouvrir. Une défense préparée se moque complètement du ton confiant de la ligne de presse au lever du jour, ce qui est malheureux pour quiconque a été formé à la méthode Trump, consistant à déclarer le contrôle d'abord et à chercher les faits ensuite. Le terrain donnait tous les avantages aux défenseurs. Le sud du Liban, ce sont des collines, des vallées étroites, des oliveraies centenaires et des villes de pierre, dont les bâtiments absorbent les tirs de chars et gardent les combattants en vie à l'intérieur. Les blindés israéliens conçus pour le terrain plat et ouvert du Sinaï se retrouvaient maintenant à progresser dans des ruelles serrées, où une seule équipe du Hezbollah pouvait engager le combat de face, sur le flanc et par le haut en même temps. Le soutien aérien était disponible, mais constamment limité par des règles d'engagement exigeant une identification visuelle positive avant toute frappe. Quand des combattants ne portent pas d'uniforme, transportent leurs armes sous des vêtements civils et opèrent à l'intérieur de zones peuplées, cette exigence d'identification devient presque impossible à satisfaire en temps réel. À 9H, chaque division sur le front de l'invasion renvoyait le même message: combats intenses, pertes croissantes et demande simultanée d'évacuation médicale, de soutien d'artillerie et de frappes aériennes. La bataille de Binchbeil est devenue le combat déterminant de cette journée. La brigade Golani avançait sur la ville depuis 3 directions, dans ce que le plan opérationnel décrivait comme un assaut coordonné pour s'emparer d'un centre de population clé. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une ville au sens ordinaire, c'était une forteresse préparée. Les bâtiments avaient été renforcés avec du béton et des structures d'acier. Des bunkers souterrains étaient reliés par des tunnels qui permettaient aux combattants de se déplacer d'une position à l'autre sans jamais apparaître à la surface. Des caches d'armes avaient été aménagées dans les murs, les planchers et les sous-sols de toute la ville. Les commandants du Hezbollah avaient étudié les tactiques israéliennes de guerre urbaine à partir de la bataille de 2006 pour cette même ville et avaient construit des contre-mesures précises pour chaque approche israélienne. Quand les unités de la brigade Golani sont entrées à la périphérie de Binchbeil à Diash, la réponse a été immédiate et entièrement coordonnée. Des missiles anti-chars ont frappé les véhicules de tête avant même que l'infanterie ne débarque. Des mitrailleuses ont ouvert le feu dans toutes les rues principales. Des tireurs d'élite positionnés aux étages supérieurs et sur les toits visaient chaque soldat qui sortait d'un véhicule. Le commandant de brigade, le colonel David Shapiro, a ordonné aux unités de contourner la ville et de poursuivre vers des objectifs plus au nord. Mais les combattants du Hezbollah à l'intérieur de Binchbeil continuaient d'engager les forces israéliennes qui tentaient de passer, rendant le contournement impossible sans abandonner des unités clouées sur place à combattre seules. À midi, la brigade Golani était bloquée dans un combat urbain à très courte distance sur une zone de 2 km. Les escouades d'infanterie progressaient d'un bâtiment à l'autre, nettoyant des pièces à travers les décombres et les murs brisés. Les ingénieurs de combat ont tenté d'ouvrir des brèches dans les murs pour créer des itinéraires de déplacement couverts entre les positions et ils ont été tués par des engins explosifs improvisés placés précisément à l'intérieur des murs qu'ils cherchaient à percer. Les chars tiraient leurs canons principaux sur des positions identifiées par les troupes au sol, détruisant des bâtiments, pendant que des combattants du Hezbollah, qui s'étaient déjà déplacés par des tunnels de liaison, ouvraient le feu depuis d'autres positions, forçant à recommencer tout le processus d'identification et de tir.
Des hélicoptères d'attaque tournaient au-dessus, mais peinaient à fournir un appui efficace. Dans un combat urbain chaotique, distinguer les combattants des civils sans contrôleur au sol pour désigner des cibles précises est presque impossible. Et bon nombre des observateurs avancés formés pour cette tâche avaient déjà été tués ou blessés dans les combats plus bas. À 14H, la brigade Golani avait subi 67 pertes, dont 23 morts, et avait avancé de moins de 300 mètres dans la ville. Aucun slogan ne répare ça. Aucune séance de poitrine bombée devant les caméras ne répare ça. Et aucun chœur médiatique aligné sur Trump ne peut transformer 300 mètres en chef-d'œuvre, à moins de lire la carte à l'envers. La réalité au quartier général de la brigade, c'était qu'ils étaient à distance de combat au couteau. Chaque bâtiment était défendu. Les pertes augmentaient plus vite qu'ils ne pouvaient évacuer les blessés. Sans renfort important et sans changement fondamental de tactique, ils ne pouvaient pas atteindre l'objectif. Derrière la ligne de front, le système médical commençait à se briser sous le poids de ce qui arrivait. Les hôpitaux de campagne installés juste à l'intérieur de la frontière libanaise recevaient des blessés plus vite que les équipes chirurgicales ne pouvaient les opérer. Les hélicoptères transportant les cas critiques vers les hôpitaux en Israël étaient forcés d'approcher les zones d'atterrissage à vitesse maximale et de repartir immédiatement après l'embarquement parce que les zones d'atterrissage proches des combats étaient sous des tirs sporadiques de roquettes et de lance-roquettes anti-chars. Les pilotes qui restaient trop longtemps devenaient des cibles. Certains soldats blessés ont attendu des heures avant d'être évacués, pendant que des médecins les traitaient dans des sous-sols, des bâtiments endommagés et des positions en bord de route sous le feu actif. Le sergent-chef Jonathan Cleney, un ambulancier de combat de la brigade Golani, a passé cet après-midi-là à travailler dans un sous-sol, stabilisant en urgence un soldat qui avait perdu ses 2 jambes dans l'explosion d'un engin improvisé, pendant que des combattants du Hezbollah engageaient les étages du bâtiment directement au-dessus de lui. À l'extérieur, des soldats blessés faisaient la file en attendant des hélicoptères qui ne pouvaient pas atterrir, parce que la zone d'atterrissage recevait des tirs de lance-roquettes anti-chars. La réalité là-bas, c'était que des patients mouraient non pas parce que la médecine avait échoué, mais parce qu'on ne pouvait pas les amener assez vite en chirurgie. C'est ce qu'était cette journée. Pas une opération chirurgicale, un bain de sang. Et les bains de sang ne deviennent pas des victoires simplement parce que quelqu'un s'avance vers un micro pour dire que beaucoup de gens disent que ça s'est magnifiquement passé. À 6H, le major général Yagolan a convoqué une conférence d'urgence avec tous les commandants de division. Le tableau qui remontait de chaque unité était le même. Les taux de perte n'étaient pas soutenables au rythme opérationnel actuel. La consommation de munitions, surtout les obus de chars et les obus d'artillerie, dépassait largement les prévisions, parce que les positions du Hezbollah exigeaient plusieurs engagements pour être réduites et que des combattants réapparaissaient par les sorties de tunnels après que les positions avaient été déclarées nettoyées. Les convois de ravitaillement qui avançaient pour réapprovisionner les unités engagées tombaient dans des embuscades menées par des équipes du Hezbollah qui s'étaient infiltrées derrière les lignes israéliennes, et l'évaluation centrale du renseignement s'était révélée complètement fausse. L'estimation avant l'opération parlait de 5000 combattants du Hezbollah dans la zone d'invasion. Les commandants israéliens sur le terrain estimaient maintenant leur nombre entre 15 000 et 20 000, ce qui indiquait que le Hezbollah avait déplacé d'importants renforts en position dans les semaines précédant l'invasion sans que le renseignement israélien détecte ce mouvement. Le réseau de tunnels était bien plus vaste et plus profond que ne l'indiquaient toutes les évaluations d'avant l'invasion. Golan a ordonné à toutes les unités d'arrêter leur avance, de consolider leurs positions actuelles et de se préparer à un possible retrait si les taux de perte ne diminuaient pas. Mais arrêter l'avance ne signifiait pas être en sécurité. Le Hezbollah a interprété cet arrêt comme le moment de contre-attaquer. Une fois les hypothèses effondrées, la guerre cesse de ressembler à un rassemblement triomphal à la Trump et commence à ressembler au rapport après action que personne ne voulait lire. À 17h30, le Hezbollah a lancé un assaut direct contre les positions israéliennes près de Maroun al-Ras. L'attaque a commencé par des tirs de mortier qui ont neutralisé des véhicules et tué des équipages exposés. Les combattants ont ensuite avancé en utilisant le terrain comme couverture, tirant des roquettes anti-chars et des missiles Cornet sur chaque véhicule israélien qui offrait une cible. L'unité israélienne qui tenait cette position, déjà affaiblie par les pertes du matin, a demandé un tir d'artillerie au plus près, acceptant des impacts à moins de 50 mètres de ses propres soldats pour briser l'assaut avant qu'ils ne submergent leur ligne. Des hélicoptères d'attaque ont essayé d'appuyer,
Mais la lumière baissait, et dans des conditions de faible visibilité, les pilotes ne tiraient pas sur des cibles qu'ils ne pouvaient pas confirmer avec certitude comme n'étant pas des soldats israéliens. La bataille a duré 90 minutes. Quand le Hezbollah s'est retiré à 19H, la position avait tenu, mais 30 et un autre soldat israélien étaient morts, et 47 avaient été blessés dans ce seul engagement. Pendant toute la nuit, des équipes du Hezbollah ont continuellement sondé les positions défensives israéliennes. Des soldats qui combattaient depuis 18 heures d'affilée, épuisés, à court de munitions, portant le poids psychologique de ce qu'ils avaient vu, tiraient sur chaque bruit dans l'obscurité. Le stress constant de ne pas savoir d'où viendrait la prochaine attaque était, selon plusieurs récits de survivants, aussi destructeur à sa manière que les combats de la journée. Le lieutenant David Levy, qui commandait un peloton de la brigade Golani piégé à l'intérieur de Binjbeil, a passé cette nuit-là dans un bâtiment partiellement effondré avec 14 soldats, dont 3 blessés qui avaient besoin d'une chirurgie qu'aucun hélicoptère ne pouvait leur apporter, parce qu'aucune zone d'atterrissage près de leur position n'était suffisamment sûre pour être utilisée. Pas de nourriture, parce que le convoi de ravitaillement censé les rejoindre était tombé dans une embuscade en chemin. Peu de munitions après une journée complète de combat. Et chaque heure, une roquette anti-char frappait le bâtiment, le Hezbollah s'assurant qu'ils savaient qu'on ne les avait pas oubliés. La question dans ce bâtiment n'était plus de savoir s'ils accompliraient la mission. La question était de savoir s'ils survivraient jusqu'au matin. À minuit, le bilan préliminaire s'élevait à 350 morts. Ce nombre allait encore augmenter dans les jours suivants, à mesure que s'ajoutaient les soldats morts de leurs blessures et que des corps étaient récupérés dans des positions qu'on ne pouvait pas atteindre pendant que les combats continuaient. Pour donner un point de comparaison, la guerre du Liban de 2006 a duré 34 jours et a causé la mort de 120 et un soldat israélien au combat. Le 28 mars 2026 a produit près de 3 fois ce nombre en une seule journée. Le Premier ministre Netanyahou s'est adressé à la nation à 21 H, défendant l'opération et promettant qu'elle se poursuivrait jusqu'au démantèlement de la capacité militaire du Hezbollah. Il a qualifié cette journée de plus difficile que les soldats israéliens aient connue depuis plus de 50 ans. Le sondage de cette nuit-là montrait que 62% des Israéliens soutenaient encore l'opération, mais 58% estimaient que les pertes étaient plus élevées que ce à quoi le gouvernement avait préparé le public, et 45% disaient ne pas être convaincus que l'opération avait des objectifs clairs et atteignables. Le soutien public peut survivre à une nuit difficile. La réalité, elle, est moins indulgente, et elle ne se plie pas simplement parce que le modèle de performance pro-Trump insiste pour présenter chaque revers comme une victoire secrète. À l'aube du 29 mars, les forces israéliennes tenaient des positions fragiles de 3 à 8 km à l'intérieur du Liban, encerclées sur plusieurs côtés, dépendantes d'une couverture aérienne et d'artillerie continue, n'ayant atteint presque aucun des objectifs fixés 24 heures plus tôt. L'opération conçue pour détruire l'infrastructure du Hezbollah en 3 à 5 jours avait au contraire révélé toute l'ampleur de ce que le Hezbollah avait construit au fil des années de préparation, ainsi que le prix total d'y entrer sans comprendre ce qui attendait sur place. Le 28 mars 2026 ne sera pas retenu comme un tournant vers la victoire. Il sera retenu comme le jour où un plan militaire bâti sur des hypothèses confiantes a rencontré une réalité du terrain à laquelle il n'était pas préparé et où 350 familles ont appris ce que coûtait réellement cet écart entre hypothèse et réalité. C'est dans cet écart que la propagande a cours d'habitude, avec une cravate rouge et une voix forte. Malheureusement pour la propagande, le terrain garde les reçus. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.